Monsieur Laners. Bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Deux? Ah ouais. Dans Home Cinéma ce mois-ci, Fabrice Duwels reçoit Bouli Laners. Le comédien, revenu des superproductions françaises comme Astérix ou Rien à déclarer, est bien décidé à se consacrer à des projets qui le touchent plus directement. Nominé pour tous les Chassons Gris au récent Magritte, il revient aujourd'hui comme réalisateur-scénariste d'un 4e long-métrage, Les Premiers, les Derniers. Une sortie précédée d'une excellente critique en Belgique comme en France. D'où lui est venue l'idée de cette fable au parfum de fin du monde? Comment a-t-il convaincu des comédiens comme Max von Sydow et Michael Lansdal de se joindre au casting? Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. En 2016. Je suis bien content de te recevoir. C'est gentil, ça. Dans cette émission, tu connais peut-être un petit peu. Bien sûr. Et là, on aimerait donc parler un peu de ton nouveau film, Les Premiers et les Derniers. Raconte-nous un peu comment est venu ce projet. Le pitch de l'histoire, c'est l'histoire de deux gars qui sont commandités pour retrouver un téléphone cellulaire sécurisé qui contient des infos. Et on leur demande de retrouver ce téléphone qui a été volé. Et on suit leur enquête. Et à travers cette enquête, eux vont croiser le chemin de Esther et Willy, un jeune couple en cavale. Et ça va se passer dans une petite ville, puis là, il va se passer des choses, voilà. Voici ce qu'a dit le premier et le dernier. J'étais mort et je suis revenu à la vie. Amen. Je suis plus jeune que toi et j'ai l'air plus vieux. Mais non, t'as pas l'air plus vieux. Ah si, j'ai l'air plus vieux. Moi, je pars pas à travers les bois à pied. Faire des kilomètres pour retrouver le gars qui a volé ce téléphone à la con. Vous êtes pas d'ici, vous? Non, c'est pour le boulot. À la télé, ils ont dit que c'est la fin du monde. C'est normal d'avoir peur, tout le monde a peur. Le film est né de deux choses. D'abord, simplement d'une envie visuelle. C'était juste, j'ai vu cette espèce d'aérotrain, c'est une rampe de lancement d'un train en France. Donc c'était un décor qui m'a inspiré. Je suis retourné sur ce décor, j'ai découvert. Et puis là-dessus, il y avait longtemps que j'avais envie d'écrire quelque chose de plus crépusculaire que les films que j'ai faits. Quelque chose qui passe dans une société qui est habitée par un sentiment de fin du monde. Que ce soit un sentiment de fin du monde général ou que ce soit pour un des personnages un sentiment de fin de vie, voilà. Et en allant vers quelque chose de positif, c'est-à-dire je voulais faire un film qui parte de quelque chose de très obscur, mais qui aille vers la lumière, parce que paradoxalement, c'est mon film le plus optimiste, puisque voilà, c'est un film qui va vers la lumière, quoi. Qu'est-ce qui va pas, Gio? Rien. Pourquoi tu te rigoles comme ça tout le temps? Elle s'appelle Esther. Mais il y en a un autre. Et celui-là, ce serait bien de le retrouver vite. Vous êtes mariés? Vous avez des enfants? Non. Qui s'inquiète pour vous alors? Des amis, j'imagine. Ouais, t'es chez moi ici, mec. Les mecs comme toi, ils feront jamais la loi ici, d'accord? Tu t'entoures donc de comédiens que tu connais bien, Albert Dupontel, avec qui tu as travaillé à tort et à raison. C'est un drôle de tandem, et c'est un tandem qui fonctionne très très bien. Comment ça se passe avec lui? Parce que c'est complètement... c'est pas ton énergie du tout, pas Dupontel. du tout. Alors ça, on est à l'opposé. Ouais. Et donc, moi, j'avais très peur de lui demander, parce que si c'était pas lui, j'étais un peu... je vois pas qui. Moi, c'était Albert, ou après, je voyais vraiment personne, quoi. Je me dis, bon, donc si Albert dit non, je suis vraiment emmerdé. Alors, je lui ai dit tout de suite, Albert, lis le truc, ça, mais sache qu'on est vraiment dans des rythmes de tournage. Parce qu'Albert, c'est une énergie de dingue, hein, c'est un truc... et moi, j'ai besoin, au contraire, de prendre le temps, de réfléchir, de me planter, de dire non, je pense que ça marche pas et tout ça. Donc, je dis Albert, j'ai toujours peur qu'il s'emmerde. Et alors, je dis, Albert, tu vas t'emmerder. Il m'a dit, non, je le sais, t'inquiète pas et tout, ça va aller. Je suis né en décembre, t'es né en janvier. Décembre, c'est juste avant janvier. Je suis né début décembre, t'es né fin janvier, ça fait 2 mois de différence, j'ai 2 mois de plus que toi. 64? Ouais. La même année? Ouais. Je suis né avant toi. Non? Je suis né avant toi, puisque je suis né en janvier de l'année où t'es né en décembre. J'ai 10 mois de plus que toi. Donc moi, je m'attendais à ce qu'à un moment donné, comme ça arrive quand même de temps en temps, où il pète une cale et il s'emmerde et puis il veut... Et en fait, ça s'est passé, mais comme dans un rêve, quoi. Esther. Tu vas aller chercher un cadeau. Tu vas attendre ici, d'accord? Je viens avec. Non! T'as vu l'hôtel? Ils ont failli nous attraper, hein.
Mais aussi. Non. T'as vu comment on se court vite? David Murgia, il a travaillé dans plusieurs films, on l'a vu beaucoup. Et c'est un acteur qui a quand même énormément de visage et qui a un talent assez monstrueux. Oui. Moi, je l'ai découvert au théâtre, avant de le voir dans des films. Parce que dans les films, les films que j'ai vus avec lui, c'était des tout petits rôles quand même. Mais je voulais travailler avec lui depuis le début. Non seulement c'est un super comédien, mais il a ce truc. Il pense. Il pense. Et puis il a une conscience. Et puis il a aussi ce physique qui accroche à l'image, que tout le monde n'a pas. Il y en a qui a l'image, rend-moi bien. Lui, il a ce truc, c'est Pasolini, tu vois. Il y a un truc qui est très italien, comme ça, dans le visage. On dirait un Caravage. Quand tu l'éclaires, c'est très, très beau. Il accroche, il a un visage qui accroche vachement bien la lumière et l'image. Tu te fais plaisir aussi, vraiment grandement, sur ce film, avec un casting assez incroyable, que ce soit Suzanne Clément, Lansdal, Max. et Max von Sydow. Moi, un monsieur âgé, pour qui j'ai énormément de respect, qui pouvait incarner ce truc, qui pouvait être touché par la problématique du film, c'était Michael Lansdal. Voilà, pour moi, c'était incontournable. Quelqu'un qui échappe un peu aussi au côté franco-français. Je voulais vraiment un casting un peu périphérique, tu vois, un peu comme prendre Marc Keller dans Les Géants. C'est quelqu'un qui évolue un peu en dehors des sphères franco-françaises. Lansdal, de toute façon, c'est un géant. C'est un géant, et voilà. J'ai trouvé quelqu'un pour votre gars. D'accord. Merci. Il est presque aussi vieux que moi. Et j'ai peur que si on attend trop longtemps... Bon, enfin, on fera ça demain. Après, il me faut l'autre. Je dis, qui Alors là, du coup, j'appelle mon agent, parce que je dis, moi, je connais pas. Tu vois, je dis, je vois pas qui, quoi. Je dis, il faudra un truc du genre Max von Sydow, quoi. Elle me dit, mais il parle français, il habite en France. Puis je dis, ah bon? Oui, ben appelle-le. Je dis, ok. Donc je l'appelle, rendez-vous à Nice, on se voit, il vient avec sa femme, on passe un super moment, et blabla, et des questions, et des questions. Vraiment, le mec, il a 3 jours de tournage, il est entre Games of Thrones et Star Wars, il a 3 jours dans un film belge, donc a priori, il n'en a rien. Le gars, il a lu le scénario, relu le scénario, il pose plein de questions, il est impliqué, la vieille école, respect total, tu vois. Et après, tu te dis, putain, je vais me retrouver avec Max von Sydow, Michael Lansdal, mon chien et moi. Ça va juste être le délire, quoi. Et puis quand ça arrive, eh ben ça se passe tout seul. C'est quoi son nom? Samuel. Samuel. Que ton voyage te soit doux. Bien plus doux que ce que ton existence ne l'a été parmi les hommes. Pardonne à ceux qui n'ont pas su te regarder, ni t'écouter, ni t'aimer. Tout l'amour que tu aurais pu donner sur terre, donne-le de là où tu es. Donne-le en pensée pour les hommes, pour nous. Est-ce que tu as l'impression d'être plus conscient de tes outils de cinéaste sur ce film? Est-ce que tu penses que tu as perdu un petit peu d'innocence? Oui, mais ça c'est clair, j'ai perdu d'innocence. Et c'est bien. Avant, c'était même plus que de l'innocence, c'était carrément de la conscience. Je pense que quand tu fais ton premier film, tu sais même pas ce que tu fais. Mais j'ai perdu cette inconscience, je comprends plus l'outil cinéma et je comprends plus ce que je fais, simplement à travers aussi toutes les questions que les journalistes m'ont posées sur les autres films. C'est-à-dire que quand tu fais la promo d'un film, tu es mis à nu devant ton travail, mais du coup, tu as un retour sur ton travail et tu commences à comprendre la réelle substance de ton travail. Je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres, c'est très personnel ce que je dis. Et ici, je me rends bien compte qu'il y a une thématique récurrente, cette espèce d'abandon de la famille qui essaie de se restructurer par un autre biais, par l'amitié, par une espèce de fratrie comme dans Eldorado, avec des choses qui marchent ou qui marchent moins bien. Et ici, qui marchent de mieux en mieux. Mes films sont de plus en plus positifs. Et dans ce film-ci, je pense que c'est le film le plus personnel aussi, parce que... Et pourquoi plus personnel? Parce que tu as été confronté à des problèmes de santé à un moment donné? Oui, parce qu'il y a vraiment une thématique existentielle que j'avais envie d'aborder depuis longtemps, mais qu'il est très dur d'aborder. C'est-à-dire ce sentiment de fin du monde. Et si même c'était la fin du monde, si même c'était la fin de notre vie, qu'est-ce qu'on fait dans l'échéance qui nous reste à vivre? Comment vit-on cette échéance? Je voulais parler de ça en allant vers quelque chose de très positif. Et c'est pour ça aussi que j'ai impliqué quelque chose qui est propre à moi. C'est la notion de Dieu, voilà, qui est
qui est une thématique qui est très dure à aborder en Occident. Pourtant, les Américains peuvent s'en gaver perpétuellement en rock, dans n'importe quoi. On parle de Jesus, de God et tout ça. Autant nous, dès qu'on aborde la thématique du Dieu, c'est toujours très très mal vu. Or, moi, je suis croyant et je voulais absolument impliquer aussi cette notion-là dans le film, même si c'est un film sur l'homme. Voici ce qu'a dit le premier et le dernier. J'étais mort et je suis revenu à la vie. Amen. Each day I'll do a golden deed by helping those who are in need. Ce qu'on peut dire de ton film, c'est qu'il n'y a aucun prosélytisme, c'est-à-dire Non, qu'il n'y a pas de message, on est plus dans une fable poétique, c'est une métaphore. Et c'est juste moi qui suis croyant, et j'ai inclus mes choses à moi, mais dans la vie, je ne suis pas prosélytiste non plus. Je n'ai jamais parlé du fait que je suis croyant à qui que ce soit. C'est quelque chose de très personnel. Puis c'est quoi la foi? De toute façon, c'est une philosophie avec une dimension déiste, c'est tout. Mais je ne casse pas les couilles aux gens, je suis très ouvert, au contraire, à tout type de philosophie ou toute religion. Voilà, surtout pas de prosélytisme et surtout pas de dogmatisme, ça c'est sûr. Je trouve que le film a plus une dimension humaniste. Pour moi, c'est indissociable. Moi, Dieu dans l'absolu, ça n'existe pas. Moi, je crois à l'homme d'abord. C'est un film d'abord sur l'homme, avant tout. Et c'est ça que je voudrais aussi faire passer comme message dans le film, c'est que tant que l'homme existe, tout est possible. Donc même si c'est la fin du monde, allons-y, mais allons-y le plus humainement possible. Voilà. C'est le contraire de Dash, qui dit que c'est l'apocalypse, mais dans le chaos, moi je dis allons-y, mais dans l'amour. Mais d'où ça devient cette idée de fin du monde? C'est quoi? C'est un constat d'une société en dérèglement, en dégénérescence, c'est quoi? La société n'est pas en dérèglement, moi je pense que ce serait trop jugé. La société est en pleine mutation, c'est sûr. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on est dans un glissement sociétal qui fait que pour la première fois, je pense que depuis l'existence de l'homme, on ne se réjouit pas de ce qui va venir dans les 30 années à venir. On aborde quand même l'avenir avec beaucoup de doutes. Par rapport au rythme du film, j'imagine que la musique est très très importante. La musique fait partie... Est-ce que tu as travaillé après ou en amont? Bon, alors, moi j'aime bien travailler en amont, c'est-à-dire que j'ai besoin de la musique pour écrire. Sans la musique, l'acte d'écriture ne fonctionne pas. Il faut que j'ai de la musique pour écrire. Donc se dégage à un moment donné quelques morceaux qui me permettent d'écrire, que je peux mettre en boucle. Mais quand je dis en boucle, c'est vraiment en boucle. Je peux les écouter 100 fois de suite pendant toute la journée en écrivant, en écoutant le même morceau. Après, il y a une espèce de pré-bande-son qui existe, c'est-à-dire il y a au moins quelque chose qui est la base de ce que j'aimerais avoir comme musique du film. Souvent, les musiques viennent pendant le tournage, qui me permet, moi, d'avoir... et se composent pendant le tournage. Comme ça, je les ai au montage. Là. Ici, le processus a été plus long, ça a été plus difficile de mettre en place les musiques. Donc, je me suis retrouvé avec les musiques vraiment tard dans le processus de montage du film. Je ne les ai pas eues au tournage et je les ai eues bien longtemps après le montage. Donc, ça m'a un peu perturbé aussi. Tu t'es fait peur, quand même. Sans le faire exprès, mais en même temps, c'est ça qui est bien aussi. C'est que finalement, si j'allais pas faire... on partait pour faire le 4e film comme les autres, et finalement, on a fait autre chose, et finalement, c'est ça qui est bien. Avec ce film-ci, il y a 2 choses importantes. Un, j'ai retrouvé le goût que j'avais perdu. J'ai douté très fort, encore même, d'avoir envie de faire des films. Et ici, j'ai retrouvé un vrai plaisir dans la mise en scène, sur le plateau et dans l'élaboration, l'écriture d'un film. Voilà. Et j'ai l'impression que j'ai passé un cap. Ce film est tellement personnel qu'il y a quelque chose qui est accompli. J'ai l'impression de me sentir libéré par rapport à d'autres choses. T'as conscience qu'avant, on aurait simplement rendu le téléphone et touché l'argent? Oui. C'est qu'on n'est plus comme avant. C'est ça que t'appelles un petit problème de voiture? C'est quoi ton métier, toi? C'est un petit peu difficile à expliquer. En fait, j'ai l'impression qu'il y a avec le temps qui passe, il y a 2 bullies, en fait, qui s'affrontent. Il y a le bully comédien. Et à la force obscure. Et il y a le bully metteur en scène. Fais-nous peur. Pardon? Fais-nous peur!
sommes venus de très loin pour connaître la peur. J'exige que tu nous apprennes ce que c'est. La peur, c'est... comment dire, la peur... on tremble, on transpire, on claque des dents. Parfois, on a mal au ventre aussi. C'est la grippe. La peur, c'est la grippe! Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est un pédophile, il était en train de prendre des photos de vous. Mais n'importe quoi, je suis pas un pédophile. De toute façon, c'était pas vous que j'étais en train de regarder. Ah non, et vous faisiez quoi? Je faisais des photos. Vous avez des photos de quoi? Parlez plus bas, parce que je suis sur une enquête, là. Vous êtes de la police, peut-être? Non, je suis détective privé. Et quoi, comme dans les séries télé? C'est ça. Ouais. Mais soyez discret, vous êtes en train de me griller, là. Quand vous êtes sur une enquête de quoi? Vous êtes undercover? Là, je suis en train de suivre un type qui est sorti de la piscine et qui est parti par là. Mais ne regardez pas par là. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire tous ces films. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire des gros plateaux, à faire des petits plateaux, à faire tous les plateaux. J'ai un peu moins de plaisir maintenant et donc je choisis. J'ai besoin de retrouver des petites choses. Voilà, j'étais très content de faire le film de Savina parce que c'était hyper sincère, c'était un petit budget, il y avait une vraie prise de risque. Et du coup, j'avais un rôle où je pouvais m'impliquer dans l'écriture, ce qui n'était pas possible sur les longs. Même si j'ai essayé à plusieurs fois, j'ai essayé de m'impliquer un peu dans l'écriture parce que je trouvais qu'il y avait des failles et tout ça. Chaque fois, c'était la logique commerciale qui l'emportait. Et donc, du coup, ben voilà. Et finalement, les films, il y a des films qui se sont plantés parce qu'il n'y avait plus d'histoire, quoi. Alors qu'on disait, attention les gars, il n'y a plus d'histoire, il faut qu'on renourrisse tout ça. Maintenant, la logique commerciale. Voilà. Donc, ça m'a fait du bien de repasser à des petits films. C'est tellement important pour elle de retrouver son père. Elle est pas bien avec sa famille, avec ses parents. Ah, ça m'énerve, cette façon où vous avez haussé les épaules, les ados, c'est un truc qui m'énerve, ça. Est-ce que tu es apaisé, en fait, aujourd'hui? Est-ce que tu es plus apaisé dans ta vie d'artiste, de comédien, de réalisateur? Je suis moins inquiet. Je suis toujours inquiet, je suis moins inquiet. Ouais, mais... Parce que tu l'as été, hein, beaucoup. Ouais, bah, j'ai été que ça. Je n'étais qu'inquiétude. Maintenant, je suis inquiétude et autre chose. Voilà, je suis inquiétude et autre chose. Mais dans les autres choses, il y a encore l'envie de faire des trucs. Voilà. Il y a encore des trucs que j'ai pas explorés. Même en tant que comédien, il y a encore des plateaux sur lesquels j'ai envie d'aller. Et puis, je vais avoir un film, je vais faire le film de François Trokens, où je fais un vrai méchant. Un vrai méchant où il n'y a pas de rédemption. Une crapule de A à Z. Mais au premier degré. Et ça, j'ai jamais fait. Et ça, j'ai envie de faire. Faire les méchants, c'est bien. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais... Les gens t'identifient toujours à ce que tu fais. Quand tu es un comique populaire, ce que je ne suis pas, heureusement, les gens te cassent les couilles dans la rue. Parce qu'ils veulent toujours... Quand tu fais un méchant, les mecs qui croisaient Jack Palance, ils n'allaient pas le faire chier. Et ils faisaient bonjour, et Jack Palance, il devait faire bonjour. Et tout le monde disait, putain, il est super sympa, Jack Palance. Donc faire les méchants, c'est bien pour le quotidien. Quand tu vas voir ton contrôleur des contributions et que tu as fait le méchant dans tous les films, il a peur de toi. Et il n'a pas envie de t'emmerder. Il dit, on ne sait jamais. Donc tu me dis, aborder maintenant, amorcer une carrière de méchant, ça m'irait bien. En cette fin février, une actualité des sorties à nouveau particulièrement riche pour le cinéma belge. Ils mettent en scène un faux alunissage d'Apollo 11, au cas où la véritable mission spatiale échouerait. Avec Moonwalkers, c'est la théorie du complot qui est tournée au ridicule. Une histoire bien barrée, tournée chez nous avec un casting international et pour la partie belge, Erika Saint et Tom Oudenaarde. Johnny's got the thing. I think you're a mess, Johnny. You're disorganized, you're ineffective, you can't deliver. No. A touch of class. And above all, we have to get out of here. He's brave. Let's get the fuck out of here. Hey there. And them three of us, me and you two fucking assholes, we're gonna film man landing on the moon. Fucking hell. Mr. Kidman here. He wants to know if you'd be interested in making a film for his company. That moon is much too grey. This guy's a fucking asshole. Poof. Of course, he's a film director. Welkom in uw favoriete oord van verderf, jawel. Barry quand même. T'animes compte. Belgica, de Felix van Groeningen, est l'une des révélations du dernier festival de Sundance. Largement acclamé par le public et la critique, il a surtout été couronné du prix de la meilleure réalisation, une première pour un film belge. What the fuck honk ik vandaag allemaal verkeerd doen? Après la merditude des choses et Broken Circle Breakdown, c'est un parcours sans faute pour le réalisateur gantois.
basieglezen en broeder. Godverdomme! Die moet baan op de vlees, dan kun je met z'n mij broeder. Super, jullie zijn verwaarlozen, plus al de rest, hè, maat! Kom maar op, maat! Papa, j'ai une semaine de vacances par an. C'est tout ce que je dis. On va la faire, ta route des vins, mon boulot. Poulvoorde et Depardieu dans un road movie du tandem Benoît Delépine et Gustave Kervern. La route des vins, il la fait chaque année au Salon de l'Agriculture. Cette fois, son père l'emmène faire une véritable route des vins pour tenter de se rapprocher de lui. En chemin, ils vont trinquer, trinquer et trinquer encore. Au fait, je voulais simplement vous signaler que mon compteur affiche 2654 €. Pour la ferme, ça m'étonnerait que j'arrive à le convaincre. Enfin, faut pas que je m'énerve. Faut pas que je m'énerve. Bruno, tu es un bon garçon. Pour tout reconstruire, Francis Cabrel au bois comme un trou. Le gaillac, c'est bon ça, hein? C'est fort. Charpenté, un peu comme vous. C'est gentil. Et vous, c'est comment votre nom? Vénus. J'ai un petit pouille fuissé 2011. Faut prendre le temps, faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. Je vais prendre sa sœur. Et Tibbs, je peux te dire un truc, mais tu fermes ta gueule. Vraiment. Oui. Mais elle est enceinte. Maxime et Mélanie ont 15 ans. Entre passion et désinvolture, ils s'aiment. Mélanie tombe enceinte. Passé le choc, la réaction du jeune garçon va être surprenante. Keeper est le premier film de Guillaume Sénez qui offre un regard original sur la maternité, celui de son jeune personnage masculin aux idées pas très claires. 3 mois et demi, mais t'es malade, hein, toi? Elle est au courant, la mère de Mel? Faut pas les dire. Attendez, c'est pas une décision qui vous regarde. La décision, c'est à moi de la prendre. C'est moi qui suis responsable de toi. Ils vont pas finir leur vie ensemble. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Si vous voulez faire Qu'est-ce des que t'en enfants, sais? Je le garde, je m'en fous, je le garde! Des nouvelles de la planète Mars. Mars, c'est Philippe Mars, interprété par François Damiens, informaticien divorcé à la vie déjà bien compliquée. L'irruption d'un ancien collègue légèrement perturbé ne va pas arranger les choses. Aux côtés de François Damiens, la lumineuse Veerle Battens. Maman t'a pas dit? Il est devenu végétarien. Je vais plus manger de cadavres. Mais c'est pas un cadavre. Non mais ce mec, est-ce qu'il a déjà entendu parler du coefficient de Bézout? Non. Putain, mais papa, réveille-toi. Tu vis sur quelle planète, là? Tu vis avec les idées du XXe siècle. T'es un loser. Un quoi? C'est le contraire d'un winner. Coucou. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je me suis échappé. Hôpital psychiatrique. Je peux pas trop rentrer chez moi, j'ai peur qu'ils viennent me chercher. Tu laisses dormir dans ton appart alors qu'il y a des couteaux pleins à la cuisine? On est invité, hein. C'est juste une semaine, j'ai des croquettes dans le sac et... Je veux pas de ton chien chez moi. La 9e édition du festival Offscreen se tiendra du 2 au 20 mars dans 4 lieux du centre de Bruxelles. Un festival qui s'attache au non-conformisme. Info sur offscreen.be. À Gemep-sur-Sambre, le festival du cinéma belge de Moustier fête lui ses 40 ans. Du 7 au 13 mars, vous pourrez y voir ou revoir le meilleur de la production de ces derniers mois. Des Chevaliers Blancs au Tout Nouveau Testament. Ou encore les premiers, les derniers de notre invité Bouli Lanners. Toutes les infos sur cinémabelge.be. Raconte un peu où Rosetta a trouvé un travail, parce que ça, c'est quand même... C'était le 2e festival de Cannes, c'est-à-dire le mien, de mien et celui de Gérard, mon copain Gérard. Cannes avec un K. Hein. Cannes avec un K, donc on faisait une croisière qui faisait Liège, Cannes étant situé sur le canal Albert, et on projetait sur un gros bateau de croisière, on projetait une série de films ratés, courts, ou ratés exprès, ou ratés pas exprès. En tout cas, il y avait une vraie volonté d'amener quelque chose de différent, qui faisait rire beaucoup. Et le 2e festival de Cannes, qui était l'année après Rosetta, mais je ne sais pas si tu te rappelles, Rosetta à l'époque, c'est comme Jacques Brel dans les années 70, on ne pouvait pas se moquer de Jacques Brel, on ne pouvait pas dire du mal de Rosetta, c'était une espèce d'icône comme ça. Donc moi j'avais ouvert le festival avec un film qui s'appelait Rosetta 2,
où j'avais retrouvé un film porno, un documentaire porno d'une nana qui se faisait prendre par derrière et qui, pendant qu'elle se faisait prendre, expliquait qu'elle avait trouvé un travail et qu'elle avait trouvé un vrai travail. Et donc, ça, le festival ouvrait par ça. Donc, ils n'ont pas très bien pris. Hein. Non, mais... Ils l'ont pas très bien pris. Mais ceux qui l'ont bien pris ont beaucoup ri. Donc, mais en même temps... Il faut qu'il y ait des icônes, et puis il faut qu'il y ait des iconoclastes. Il faut en rire. Il n'y avait rien de méchant là-dedans. C'était juste... Il faut un petit peu désacraliser les choses, même si on croit en Dieu. Merci Philippe. Merci Bouli. De rien. Rappelons que cette émission est visible également sur le site de BTV et celui de notre partenaire Cinevox.